aujourd'hui en fait passer en revue en fait ce grand 2. Donc le grand 2, en fait le grand 1 c'était ça s'intéressait surtout au premier phénomène du magmatisme, à savoir la fusion. Hein, et donc c'est toujours une fusion partielle. Ce qui subit la fusion partielle, c'est le solide initial, la roche-mère, et ça donne du coup un liquide qu'on va appeler le liquide primaire ou le magma primaire. Et on obtient une restite, hein, ce qu'on appelle aussi le solide résiduel. Le magma, la suite de l'histoire en fait du magmatisme, c'est que le magma en fait va devoir alors la plupart du temps va quitter la zone de fusion et va remonter. Hein, il va y avoir une ascension. Et puis 3, il va y avoir ensuite une zone où il va être stocké, hein, si ça se passe dans une chambre magmatique. Sinon, il va rejoindre carrément même la surface. Et il va subir du coup un troisième phénomène, c'est un phénomène de solidification. Et la plupart du temps, il va y avoir un phénomène de cristallisation. Alors, cristallisation, si bien sûr le refroidissement ne se fait pas trop rapidement, sinon on n'aura pas de cristallisation et on aura une solidification sous la forme d'un verre. Alors, donc une fois en fait que ce magma est produit, donc je vais arriver à la diapositive 150. En fait, ce magma, quand il est produit, il a une densité qui est plus faible que l'encaissant, hein, que les roches qui sont autour. Donc du coup, naturellement, alors je vous ai donné un exemple dans le cours, hein, c'est que quand on fait fondre par exemple une péridotite qui a une densité de 3,3, et elle va donner un liquide basaltique, hein, puisque la fusion se fait toujours au niveau de l'eutectique. Hein, on n'a pas des taux de fusion qui permettent de dépasser l'eutectique, donc c'est toujours en gros des liquides basaltiques que l'on obtient. Et ce liquide basaltique, il a une densité qui est autour de 2,8. Donc du coup, 2,8 contre 3,3, naturellement, le liquide, le magma, va du coup est dans une instabilité gravitaire qui va le faire remonter. Quand on va arriver en surface, donc à proximité de la topographie, de la surface topographique, il va y avoir un autre phénomène qui va s'ajouter à la différence de densité, enfin en tout cas qui va accroître la différence de densité, c'est que à la manière quand vous ouvrez du coup une bouteille d'eau gazeuse, vous faites une décompression et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a plein de bulles qui apparaissent en fait dans le liquide. Et là, ça va être pareil, hein, quand le magma va approcher de la surface. Hein, donc là, on se dirige vers une roche magmatique de type volcanique. On va avoir les gaz qui étaient dissous en fait dans le magma vont passer sous la forme de gaz et former des bulles d'air, enfin des bulles d'air, n'importe quoi, des bulles de gaz dans ce magma. Et donc du coup, on va passer d'un magma qui contenait une phase solide et liquide à un magma qui va contenir une phase solide, liquide et gazeuse, autrement dit une mousse en fait de magma. Et bien évidemment, quand les gaz sont dissous et quand les gaz deviennent véritablement des gaz, des poches de gaz, on a un volume qui augmente, hein, il y a une détente le volume augmente alors que la masse de l'ensemble reste constante. Donc du coup, ça s'accompagne à la libération de ces gaz, enfin en tout cas la formation de bulles de gaz dans le magma, de cette mousse de magma, ça s'accompagne en fait d'une baisse de la densité, hein, et qui va accélérer, amplifier la remontée. Et d'ailleurs, ces gaz, hein, sont le principal, hein, ce phénomène, c'est la formation de cette mousse de magma, c'est le principal moteur en fait des éruptions, hein, c'est vraiment le moteur des éruptions volcaniques. Alors, comment se fait cette ascension? On a vu par exemple que quand on était par exemple au niveau dorsal, on avait une fusion entre 60 et 20 km ou 10 km. Quand on était au niveau d'un point chaud, la fusion avait lieu autour de 100 km de profondeur. Pareil pour la zone de subduction. Donc du coup, il faut quand même traverser un certain nombre de kilomètres de roches pour atteindre par exemple la surface. Donc ça veut dire que parfois il faut même traverser une centaine de kilomètres. Alors quand on est dans les zones profondes, cette ascension, elle va être associée en fait au comportement ductile de la roche.
de la roche encaissante. Et donc, du coup, il va y avoir une sorte de remontée, en fait, par ce qu'on appelle des diapyres. Donc, c'est la diapositive 150. Donc là, on voit un diapyre. Donc, on voit une zone où on a fait une fusion partielle tout en bas. Et en fait, progressivement, on voit que la surface de cette zone se déforme. Et puis, on va embarquer comme ça une sorte de bulle, entre guillemets, de magma. Et il s'agit en fait de ce qu'on appelle un diapyre ou un pluton. Donc, c'est le plutonisme, le diapyrisme. Et ça se fait tout simplement parce que sur les côtés, la roche, comme elle est ductile, autrement dit, elle est solide, mais assez molle, déformable, elle peut comme ça fluer, se déformer et laisser passer du coup le diapyre. Donc ça, vous avez de très belles images de diapyrisme avec, vous pouvez penser ce qu'on appelait les lampes magma. Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'image où quand on branche la lampe, l'ampoule, il y a une sorte de liquide visqueux au-dessus de l'ampoule et on a comme ça des remontées de zones de cette zone visqueuse, en fin de compte, qui remonte puis qui redescend et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment dans de la convection. Quand on va arriver, en fait, quand le magma va arriver plus en surface, là, il y a une autre, l'encaissant a un autre comportement. Il est plus froid et du coup, il est aussi plus rigide. Et donc, du coup, ce fluage, cette déformation molle, elle peut pas se faire. Donc, on peut pas refaire remonter le magma par diapyrisme. Là, cette fois-ci, le magma, il va emprunter en fait des fractures. Donc, soit des fractures qui sont préexistantes, soit des fractures qu'il va lui-même créer, tout simplement parce qu'il génère une pression et que du coup, ça va faire une fracturation des roches. C'est ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Le magma étant essentiellement du coup un liquide. Donc, c'est l'équivalent d'une fracturation hydraulique, c'est pas de l'eau. Est-ce qu'il y a des questions pour cette remontée de magma? Alors, lors de cette remontée, le magma, il va pouvoir remonter, en fait, s'il a été formé autour de 100 km ou même dans le cadre des dorsales entre 60 et 20 km de profondeur, ce magma, il va traverser déjà des roches du manteau, des péridotites. Si on est dans une zone, par exemple, de subduction, il va ensuite traverser aussi ou si on est dans un cadre d'un point chaud, un continental, il va traverser aussi de la croûte continentale. Et lors de cette traversée, il va pouvoir arracher, il va arracher des morceaux de l'encaissant. Et ces morceaux, vont pas forcément vont pas fondre entièrement en fait dans le magma, et ils vont rester en fait sous forme d'enclave dans les laves. Donc diapositive 151, vous voyez ici un très joli, on en avait vu en TP, on a un basalte et à l'intérieur de ce basalte, on a une roche qui apparaît verte, grenue, avec des zones plus noires, plus foncées, ce sont des pyroxènes, alors que les zones qui étaient vertes, ce sont des cristaux d'olivine. Il s'agit en fait d'une péridotite. Donc là, on a en fait une enclave de péridotite d'un basalte. Alors c'est un basalte, sûrement un basalte de point chaud, où le magma en fait a traversé du manteau et a arraché un bout de manteau et l'a embarqué jusqu'à la surface. Donc, c'est grâce à ces enclaves qu'on a notamment des échantillons directs de cette enveloppe qui est le manteau, qui nous est pourtant inaccessible par forage. On ne peut pas atteindre, en fait, on n'atteint jamais du coup le MO, donc on ne peut pas atteindre, prélever directement un échantillon de péridotite in situ au sein de ce manteau. Alors, ces enclaves, voilà, là on a vu l'ascension. Et ensuite, une fois que on a eu cette ascension, il se peut parfois que le magma ne remonte pas jusqu'à la surface, en tout cas fasse parfois une pause dans une poche située en profondeur qu'on va appeler la chambre magmatique, et dans lequel il peut résider un certain temps. Et dans cette chambre magmatique, du coup, il va pouvoir y avoir différents phénomènes. La température va diminuer lors de sa résidence dans cette chambre magmatique. Et du coup, pendant ces dizaines, centaines, voire ce million d'années qu'il va résider dans la chambre magmatique, ce magma, il va descendre en température et donc on va commencer le processus de cristallisation. Alors, on verra que cette cristallisation, elle sera ordonnée.
Hein, tous les cristaux, tous les minéraux ne vont pas cristalliser en même temps. Il va y en avoir certains qui vont cristalliser en premier et d'autres au milieu, et puis d'autres à la fin. Hein, donc, on verra qu'il y a un ordre. Donc, on appelle ça la cristallisation du coup fractionnée. Ce qui peut être possible aussi, c'est que on peut aussi avoir, lors de cette résidence, le magma peut justement assimiler entre guillemets des morceaux de l'encaissant. Donc, autrement dit, des morceaux de l'encaissant peuvent fondre et venir du coup contaminer entre guillemets le liquide primaire, hein, le magma primaire, et on va avoir une évolution comme ça du magma lors de cette résidence, puisque des roches de l'encaissant fondent et du coup ces éléments-là viennent participer du coup au liquide et du coup on change un peu la composition finalement du liquide primaire. Une autre possibilité, c'est que dans cette chambre arrive un deuxième magma qui peut avoir une composition différente et à ce moment-là, on va pouvoir avoir un mélange de magma. Alors, soit les magmas ont des compositions relativement proches et ils seront miscibles, mais parfois, les compositions sont différentes et ça donne un mélange non miscible. Hein, donc, du coup, on aura un peu comme dans l'huile et dans l'eau, de l'huile et de l'eau quand on mélange, des gouttelettes, enfin, en tout cas, une phase, en fait, une émulsion hein, de magma. Hein, donc, du coup, deux types de magma, un magma qui va donner des gouttelettes qui sera dans le deuxième magma. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie introductive du grand 2? Alors, une fois qu'on a fini ces notions-là qui étaient relativement simples, on part d'abord dans la cristallisation fractionnée. Donc, grand A, chez la diapositive 152, la différenciation magmatique fait d'abord intervenir la cristallisation fractionnée. Donc, pour passer d'un magma primaire à un magma secondaire, déjà, ou à des magmas secondaires, on va de composition différente du magma primaire, on va pouvoir faire appel justement à cette cristallisation fractionnée. Alors, elle a été mise en évidence, notamment, elle a été étudiée par Bowen, qui a déterminé du coup des séries réactionnelles, donc un ordre de cristallisation des minéraux, hein, et du coup, on a gardé le nom de ce géologue pour les séries réactionnelles de Bowen. Donc, vous aviez un exercice, l'exercice 6, qui était un exercice pas très difficile. Alors, c'était de la chronologie relative, mais appliqué cette fois-ci à des lames minces. Donc, on vous demandait par un raisonnement à l'appui, de donner un ordre de cristallisation des phénocristaux. Alors là, les phénocristaux, on en aura en fait des cristaux de grande taille qui approchent le millimètre, voire qui le dépassent. Dans ces lames, on en a en gros 3 grands types. On a du pyroxène, on a du feldspath plagioclase et on a des olivines. Et dans l'exercice, j'ai rajouté aussi les oxydes les oxydes de fer et de titane, qui sont en fait les minéraux opaques, donc qui sont pas véritablement des phénocristaux puisqu'ils sont trop petits pour les voir, pour qu'on puisse les voir à l'œil nu. On va le faire sur des critères géométriques. Donc, on va s'intéresser surtout à un principe, le principe d'inclusion. On l'avait vu lors de la datation relative. On avait vu que ce qui est inclus, un élément inclus dans un autre élément, c'est un élément qui est inclus. Ça veut dire qu'il a été formé avant l'élément qui l'englobe. Donc ici, sur la diapositive du coup 53, on voyait très très bien, vous voyez les petits minéraux qui sont noirs, qui en fait, quand on est au microscope géologique, ces minéraux, ils apparaissent totalement noirs, quelle que soit leur direction. Donc, on peut bouger la platine, ils sont toujours noirs. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des minéraux opaques. Ces minéraux opaques, on voit bien qu'ils sont inclus dans les gros cristaux là qui apparaissent un peu beige. Ils sont vraiment inclus à l'intérieur. Donc, les oxydes de fer, que sont les minéraux opaques, sont vraiment inclus dans les pyroxènes. Donc, principe d'inclusion, les oxydes de fer ont cristallisé avant les pyroxènes. Donc, déjà, je peux dire que j'ai d'abord la cristallisation des oxydes de fer et ensuite la cristallisation, en fin de compte, des pyroxènes. Diapositive 154, mes plagioclases, quand on les regarde, on voit notamment ici ou celui que j'ai entouré, on voit qu'il y en a des plagioclases qui sont complètement inclus. Alors, certains sont partiellement inclus, mais d'autres sont complètement inclus dans les
dans les pyroxènes. Donc, principe d'inclusion, pareil, les feldspaths plagioclases ont cristallisé excusez-moi, avant les pyroxènes. Donc, du coup, on sait que les derniers à cristalliser, pour l'instant, c'est les pyroxènes. Et les premiers à cristalliser, c'est soit les oxydes de fer, soit les plagioclases, soit les feldspaths plagioclases. Alors, l'argument pour distinguer qui a cristallisé dans l'autre, c'est que quand on regarde en fait la densité des oxydes de fer, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup dans les pyroxènes. Par contre, quand on regarde dans les feldspaths plagioclases, on a l'impression quand même de pas en voir. En tout cas, il y a peut-être quelques petites zones où on peut avoir des doutes, mais globalement, ces feldspaths plagioclases, ils n'ont pas l'air de contenir en fait des oxydes de fer. Donc, diapositive 155, du coup, comme il n'y a aucun plagioclase qui présente des oxydes de fer inclus, on peut penser que les plagioclases, du coup, ont cristallisé avant les oxydes de fer. Donc, du coup, je lève l'indétermination et je propose comme ordre de cristallisation des feldspaths plagioclases, puis des oxydes de fer, puis des pyroxènes. Et enfin, il nous reste plus que les olivines qui apparaissent en lumière polarisée non analysée un peu rouge, et on se rend compte que pour celui qui est ici, qui a été entouré, on voit très clairement que cette olivine, elles sont incluses dans les feldspaths plagioclases, donc ça veut dire forcément que ces olivines ont cristallisé du coup avant les feldspaths plagioclases, et donc du coup celles qui ont cristallisé en premier. Donc, ça nous amène à un ordre de cristallisation. On voit bien ici, c'est le document 2 qui est dans votre polycopier. Je suis à la diapositive du coup 157. On voit effectivement que, en fait, dans les séries réactionnelles de Bowen, on a deux types de séries. On a d'abord une série discontinue, tout simplement parce que ce sont des espèces minérales différentes qui vont cristalliser. Donc, si on le lit, vous voyez bien que tout en haut, il y a écrit liquide. Donc, ça veut dire que là, on a 100% de liquide. Puis ensuite, on a un mélange liquide et solide. Puis ensuite, on a que du solide. Donc, en gros, ce serait l'équivalent en haut du liquidus en pointillé, le trait en pointillé. Et le trait en pointillé en bas, ce serait le solidus. Et entre les deux, on aurait un mélange liquide-solide. Alors, on a des températures qui nous est indiquées. Donc, nous, quand on a un magma qui va refroidir, les températures vont diminuer. Donc, on va aller vers le bas. Et donc, on voit que dans la première série, qui est du coup sur la droite, la série discontinue de Bowen, effectivement, le premier minéral à commencer à cristalliser, c'est l'olivine. Et puis ensuite, on aura les pyroxènes. Et puis, si on continuait, si on avait eu des éléments chimiques pour pouvoir les cristalliser. Là, dans l'exemple qu'on a vu dans la lame, il devait manquer certains éléments chimiques pour faire des amphiboles, mais ensuite ce seraient les amphiboles, puis la biotite, puis ensuite le quartz, puis les feldspaths potassiques comme l'orthose, et tout à la fin la muscovite. Donc on voit ici qu'on a vraiment une série réactionnelle discontinue. Pourquoi discontinue? Parce que on a des espèces minérales différentes. De l'autre côté, là, cette fois-ci, on a la série continue des feldspaths plagioclases qui va aller, en fin de compte, depuis un pôle calcique, qu'on connaît bien maintenant, qui s'appelle l'anorthite, jusqu'à un pôle sodique, qu'on connaît bien aussi, qui s'appelle l'albite. Donc, ça veut dire que les premiers feldspaths plagioclases que vous allez cristalliser, ce seront plutôt de l'anorthite, en tout cas proche du pôle CA de l'anorthite. Donc, ce sera AN100, AN90, AN80 et ainsi de suite. Et puis, jusqu'à la fin, on pourra former du coup les feldspaths plagioclases, cette fois-ci sodiques, tels que l'albite. Donc là, on sera plutôt AN20, AN10, AN0, si on veut avoir l'albite. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc ici, on a affaire à quelque chose de relativement simple, avec du coup cet ordre de cristallisation. Et donc, associé à cet ordre de cristallisation, on peut avoir alors ici, on était dans notre exemple, en fait, on était dans des roches volcaniques. Donc, les roches volcaniques, tous les cristaux qu'on vient de voir, si je reprends la diapositive 156, les gros cristaux ont de belles formes d'ailleurs, soit des formes un peu de rectangles,
hein. Donc, on peut imaginer que en volume, ça pourrait être des tablettes ou ça pourrait être des parallélépipèdes, hein. Les feldspaths plagioclases aussi, ça forme de jolis rectangles. Bah, tous ces minéraux-là, en fait, ils ont cristallisé lors du séjour dans la chambre magmatique, hein, donc de plusieurs dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, voire parfois même du million d'années. Et ben, ils ont eu le temps de cristalliser. Ils ont cristallisé dans un mélange de liquide et de solide, mais il n'y avait pas trop de contraintes. Et donc, du coup, bah, ils ont pris des formes caractéristiques des cristaux, hein. Donc, on dit qu'ils sont automorphes. Par contre, bah, si on avait affaire à une roche plutonique, à un moment donné, les dernières espèces minérales à cristalliser, eh ben, elles vont cristalliser là où il reste de la place. Elles vont boucher les trous, entre guillemets, et elles auront des aspects très contournés, très anguleux, hein, pas du tout des belles formes géométriques. Et donc là, on aura des minéraux qu'on va dire xénomorphes. Donc, quand on est par exemple dans une roche plutonique, hein, et que tout a cristallisé, les minéraux qui sont automorphes sont ceux qui ont cristallisé avant les minéraux qui sont xénomorphes. Alors aussi ici, hein, vous êtes dans une roche volcanique, donc ça veut dire que ces gros cristaux, ces phénocristaux, eux, ils ont cristallisé vraiment dans la chambre magmatique lors de la résidence. Et puis quand le magma est remonté, hein, durant l'éruption volcanique, le reste du magma a cristallisé sous la forme de microlithes, hein. On voit très très bien qu'il y a tout un fond de tout petits cristaux, hein, en forme de baguette. Et voire même on peut voir aussi qu'il doit y avoir un fond un peu noir. Ce verre et ces microlithes se sont formés eux au moment de l'éruption à la surface, et donc avec un refroidissement beaucoup plus lent. Donc là, dans ces microlithes, on voit d'ailleurs que ces microlithes, ils apparaissent, ces tout petits microlithes, hein, qui sont vraiment tout petits, on arrive à peine à les distinguer, ils apparaissent relativement blancs. Donc, j'ai quand même l'impression qu'ils seraient à rapprocher des feldspaths plagioclases. Là, on a sûrement en fait 2 générations de feldspaths plagioclases, des grands feldspaths plagioclases qui ont cristallisé, qui ont eu le temps de cristalliser, et donc qui ont cristallisé durant le séjour de la chambre magmatique, et tous les petits microlithes, tous les micros, les plus petits les plus petits cristaux de feldspath plagioclase, eux, ils se sont cristallisés au moment de l'éruption volcanique. Donc là, on peut effectivement, si on a une espèce minérale donnée, on peut utiliser le critère de la taille. Si on a des gros cristaux de feldspath plagioclase, sûrement que eux, ils ont eu certainement plus de temps pour cristalliser, donc ils ont commencé à cristalliser avant, alors que les tout petits, eux, ils se sont cristallisés très rapidement, donc ils ont eu peu de temps, hein, et donc du coup, ils ont cristallisé après, à la fin de l'histoire de cette roche volcanique, autrement dit, au moment de l'éruption. Attention, cette histoire de taille, vous ne pouvez pas la faire entre espèces minérales, parce que les espèces minérales n'ont pas la même vitesse de cristallisation, la même vitesse de croissance des cristaux. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur? Oui. Vas-y, Clotilde. D'accord. Par rapport à l'olivine, on ne peut pas totalement dater par rapport à la forme géométrique, parce que l'olivine, par exemple, sa forme géométrique, elle n'est pas non plus, je trouve… Alors, tu as raison, parce que l'olivine, tu te rappelles, on avait vu, c'était en gros un peu des minéraux un peu globuleux, tu vois. Et donc, c'est sûr que quand on a une tablette, ou quand on a un prisme, ou quand on a, tu vois, une tablette, donc un peu la forme d'un livre, si tu veux, pour un feldspath plagioclase. Quand on a, par exemple, une boîte à chaussures, donc un parallélépipède pour une orthose, ou quand on a, par exemple, un joli prisme, ça ressemble vraiment à un cristal, entre guillemets, de quartz. Si on fait une coupe, ou par exemple, tu vois un prisme d'amphibole, quand on fait une coupe, on va vraiment obtenir des formes un peu géométriques, des trucs un peu tronqués, des hexagones, des choses comme ça, des rectangles. Par contre, si tu as un cristal qui cristallise dans quelque chose d'un peu rond, alors c'est le cas par exemple du grenat, c'est le cas par exemple des olivines, ça devient plus compliqué du coup, parce que tu as une forme un peu ronde. Mais quand je parle de formes très anguleuses pour les formes xénomorphes, c'est vraiment, ça fait un peu… si tu regardes, par exemple, j'ai posté, il y a Margot qui a posé la question justement de xénomorphes et automorphes. J'ai posté une lame de granit. Et tu verras bien que les minéraux de quartz
ils ont vraiment comme un aspect de pièce de puzzle. Donc vraiment des formes très irrégulières. Et donc c'est ça qu'on appelle xénomorphe. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Clotilde? Oui, merci beaucoup. Mais du coup, en fait, ça veut dire que on va surtout s'appuyer sur l'inclusion Oui, oui. pour dater. Et que Oui, ça serait surtout pour confirmer en fait la forme géométrique. exactement. Ce sont des arguments secondaires, effectivement. Et puis, tu sais, la forme, c'est toujours compliqué parce que si tu es en la masse, bah, tu n'as que 2 dimensions, tu n'as pas les 3 dimensions. Donc, comment dire, voilà, mon cristal, il a effectivement la forme qu'il devrait avoir si tu n'as que 2 dimensions, c'est difficile. Tu te rappelles? Et du coup, quand on regardait les échantillons qui étaient en 3 dimensions, je vous disais, faites attention, regardez bien toutes les faces pour voir, par exemple, que une biotite, par exemple, bah, parfois ça donne des rectangles et parfois ça donne des lignes. Et donc, un rectangle et une ligne, si je le reconstitue en 3D, c'est bien une tablette. Tu te rappelles de cet exercice-là, hein? Donc, voilà, donc le critère de la forme, c'est effectivement pas le premier critère. Et tu as vu d'ailleurs que dans tout l'exercice, j'y ai pas fait appel. Je me suis débrouillé qu'avec le principe d'inclusion. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Kéliane, est-ce que tu avais une question? Oui, on utilise que le principe d'inclusion, mais pourquoi pas le principe de recoupement aussi, parce que les pyroxènes, là, Ouais. dans la frise chronologique, on dit qu'ils sont apparus qu'à la fin, alors qu'on pourrait dire aussi que vu qu'il y a des minéraux qui sont cristallisés par-dessus, on pourrait dire qu'ils sont là avant. Ouais. Alors, en fait, c'est tout simplement parce que pour certains, vous avez dû voir au lycée, vous avez dû faire de la cristallisation de cristaux de vanilline. Et du coup, vous avez dû voir en direct la formation de cristaux. Tout à l'heure, quand je vais me déconnecter, je vais vous montrer en fait je vais vous montrer des vidéos de cette cristallisation. Comme ça, vous allez bien comprendre ce que c'est que la cristallisation. En fait, quand un minéral cristallise, ça part d'un centre, hein, d'un point qu'on appelle le nucléus. Et la cristallisation va se faire dans toutes les directions. Mais dès aussitôt que le cristal rencontre un autre cristal, et ben la cristallisation elle s'arrête, c'est-à-dire qu'il peut pas pousser, il peut pas rentrer dans le cristal. Donc en fait, un cristal peut pas recouper, c'est pas possible. Il peut pas recouper un autre cristal. Dès aussitôt que un cristal rencontre une surface solide, et ben sa croissance elle s'arrête au niveau de cette zone-là, ça n'empêche pas de grandir ailleurs. Est-ce que vous voyez ma souris ou pas? Oui. Oui, on la voit. Vous la voyez? Eh ben, ça veut dire que concrètement, tu vois par exemple ici, cette zone-là où il y a une olivine et un feldspath plagioclase. Eh ben, ou alors attendez, je vais vous prendre une autre. Par exemple ici, je vais vous prendre quelque chose d'autre. Voilà, par exemple là, cette zone-là, l'olivine et ce petit minéral opaque et noir là. Et ben, ce qui s'est passé, forcément, c'est que quand il a cristallisé, en fin de compte, le minéral opaque, et ben, il a, il faut imaginer que quand, par exemple, ce pyroxène, ou je vais prendre par exemple celui-là, on voit mieux, ce pyroxène ici qui cristallise, et ben, ce pyroxène qui a cristallisé, en fait, il est venu englober hein, le feldspath plagioclase, mais en aucun cas il pouvait le casser ou en aucun cas il pouvait rentrer à l'intérieur. Hein. Donc, du coup, ce principe d'inclusion, tu peux pas l'utiliser en fait quand il s'agit de minéraux parce que les minéraux vont pas fracturer, tu vois. Quand on l'utilisait, ce principe de recoupement, on l'utilisait par exemple pour des failles, on l'utilisait pour des filons. Ça veut dire qu'en gros, il y avait quelque chose qui était venu s'intruder. Là, c'est pas possible parce que quand le cristaux il cristallise, quand il rencontre une surface solide, bah sa cristallisation s'arrête dans cette direction-là. D'accord, merci. Donc on peut juste pas du tout utiliser le Non, non. Je vous montrerai comme ça des vidéos hein, qui ont été prises au lycée justement, et on voit la cristallisation de ces cristaux de vanilline, et vous allez voir que c'est assez joli. Hein, ça grandit dans toutes les directions. Et aussitôt que ça rencontre une surface solide, donc un autre cristal qui est en train de grandir, et ben les deux s'arrêtent et du coup c'est terminé. Hein.
On peut continuer du coup? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pas d'autres questions. Donc, du coup, on va passer maintenant à la cristallisation qui va être modélisée toujours par les diagrammes de phase. Donc, c'est le retour des diagrammes de phase. Donc, vous aviez un deuxième exercice à réaliser. C'était en fait la fin de l'exercice 1 sur un diagramme de phase d'une série isomorphe. Donc, diapositive 159, eh ben, on vous demandait en fait de donner le devenir, en gros, d'un liquide qui aurait une composition AN40, donc ça veut dire AB60. Donc là, on voit bien que je suis dans un diagramme de phase qui est en œil de chat, qui n'a pas de, alors si je suis plus scientifique, qui n'a pas de tectique, et donc ça veut dire qu'il s'agit d'une série isomorphe. Donc entre mon pôle pur albite et mon pôle pur anortite, il existe une infinité finalement de corps intermédiaires qui seront du coup le mélange entre guillemets de ces deux pôles purs. Donc ici j'ai pris, on me demande de prendre un liquide AN40. Donc vous faites attention aux graduations. J'ai une question comme ceci. Là la gradation, on voit bien qu'elle est dans l'ordre croissant vers du coup la gauche, donc vers l'albite. Donc ça veut dire que c'est bien une graduation en albite. Donc là le 90 c'est AB90, le 10 c'est AB10. Mais du coup vous pourriez faire le chiffre complémentaire par rapport à 100, vous pourriez donner d'autres gradations. Moi je vous conseille pour certains qui peuvent avoir du mal, là en face de 90 vous mettez 10, en face de 70, vous mettez 30, en phase de 50, vous mettez 50, en phase de 30, vous mettez 70, en phase de 10, vous mettez 90. Et donc, à ce moment-là, on aurait quelque chose qui serait croissant vers la droite, vers l'anortite, et là, ce serait la graduation pour l'anortite. Mais dire que AN est 40, c'est la même chose que dire que AB est 60. D'accord? Donc, ne vous trompez pas sur ces graduations-là. Donc là, je cherche de l'AN 40, donc du coup de l'AB 60. Ça veut dire que je suis sur cette droite-là, sur la droite qui passe ici. Et comme on me demande de considérer un liquide, ça veut dire que si je suis entièrement liquide, je suis du coup au-dessus du solide, du liquidus. Donc du coup, mon point, je l'ai mis là. J'aurais pu le mettre n'importe où, mais en tout cas, il fallait que je sois au-dessus du liquidus. Et je vais descendre en température. Donc comme je vais descendre en température, je vais refroidir. Donc je vais modéliser comme un magma qui serait en séjour là dans une chambre magmatique, dans un pluton, et qui va cristalliser. On voit bien qu'il touche le liquidus à une température de 1400 degrés. En touchant le liquidus, il va démarrer la cristallisation, puisqu'on avait dit que le liquidus était la cristallisation qui commence. Pour avoir la nature, la composition du premier cristaux, il faut projeter. Donc c'est un peu la mécanique inverse de la fusion. Pour la fusion, je projetais sur le liquidus pour avoir la première goutte de liquide. Pour avoir la composition du premier cristal, je vais projeter sur le liquidus. Donc, je projette diapositive 160 et à ce moment-là, je vois que je forme du coup un cristal. Le premier cristal qui va se former, il a une composition AN76 ou AB24. Donc, entre guillemets, on voit bien ici un cristal qui est proche, finalement même plus proche du pôle anortite, donc qui est plus riche en calcium. Ça nous rappelle la série de Bowen de tout à l'heure, de continu. On voit bien que quand on va cristalliser, on va suivre ce chemin-là et du coup, on va s'éloigner de l'anortite pour se rapprocher de l'albite. Donc, on voit bien que le premier cristal formé, c'est un cristal qui est proche de l'anortite, là, à AN76. Alors, quand je vais descendre, diapositive 61, quand je vais descendre en température mon liquide, maintenant, quand j'ai passé le liquidus, donc mon mélange solide-liquide, en projetant toujours sur le solidus, je me rends compte que je vais avoir une évolution de la composition des cristaux durant leur cristallisation et qui va les rapprocher de AN60, on va se rapprocher de AN40 ou d'AB24 à AB60. Et à un moment donné, je vais franchir le solidus, je vais toucher le solidus. À ce moment-là, je suis à une température de 1210 degrés et c'est la température de fin de cristallisation. Tout a cristallisé. Et donc, si je fais une analyse totale de ma roche solide, elle a retrouvé bien évidemment une composition AN40 puisque j'ai solidifié tout le liquide.
Alors, pendant que le solide, diapositive 162, pendant que le solide, pendant qu'il y a la cristallisation de cristaux, ça veut dire que le liquide, lui, il diminue en volume et il évolue en composition. Parce qu'il y a des éléments, comme par exemple le calcium, qui passent dans les cristaux. Et du coup, le chemin du liquide, il va être donné par le liquidus. Et la dernière goutte de liquide, en fait, c'est celle qui aura une température de 1210 degrés. On pourrait dire plutôt 1211, puisqu'à 1210, j'ai terminé la cristallisation, tout est cristallisé. Et la dernière goutte de liquide, elle aura, on voit bien, une composition AN9. Donc, c'est vraiment très proche de l'albite. Donc, on voit bien que, en tout cas, l'élément chimique qui a tendance à rester dans le liquide, c'est vraiment le Na, alors que le Ca, lui, il a tendance à aller dans le solide. Donc, Na est sûrement plus incompatible que Ca. Donc voilà, donc diapositive 163, là on a le résumé finalement du devenir de ce liquide dans ce diagramme de phase. Donc un liquide AN40 refroidit et quand il atteint 1400 degrés, on a le premier cristal qui cristallise, ce sera un cristal AN60, AN76. Et puis après, au cours de la cristallisation, on va avoir une évolution du solide de AN76 jusqu'à AN40 et on va avoir une évolution du liquide alors ce solide va augmenter de plus en plus et puis le liquide, lui, au contraire, va diminuer de plus en plus et va passer d'une composition AN40 au début de la cristallisation jusqu'à une composition AN9 à la fin de la cristallisation. Cette fin de cristallisation a lieu à 1210 degrés et à ce moment-là, on a tout est solide et la composition globale est AN40. Alors, diapositive. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce chemin? Alors, je pense que ça ne doit pas poser maintenant trop de problèmes puisque vous avez fait, enfin en tout cas pour certains d'entre vous, quasiment la moitié, vous avez fait les exercices d'entraînement. Bon, normalement, tous ont fait les exercices du cours, d'autres ont fait des exercices d'entraînement et donc du coup, vous êtes entraînés dans le cadre de la fusion. Donc, la cristallisation, finalement, c'est un peu la mécanique inverse, mais c'est pas si difficile que ça. Au lieu de projeter sur le liquidus, on doit projeter cette fois-ci sur le solidus. Alors, sur l'évolution de la composition, on voit bien que mon liquide, en fait, le liquide qui reste, qu'on appelle le liquide résiduel du coup, on voit qu'il est de plus en plus proche du pôle albite. Or, ce pôle albite, on voit bien qu'il est Na et non pas Ca, donc ça veut dire que c'est un pôle qui est sodique. Et on voit bien aussi que c'est Si3 et non pas Si2, donc ça veut dire qu'il est aussi plus siliceux. On voit bien que le liquide résiduel, quand les cristaux sont en train de se former, le liquide qui reste, il est de plus en plus riche en silice, de plus en plus siliceux, de plus en plus riche en SiO2 et de plus en plus riche aussi en Na2O. Et au contraire, il est de plus en plus pauvre en CaO et en Al2O3, qui sont des oxydes qui sont passés, en fin de compte, qui servent à cristalliser du coup les minéraux feldspath plagioclase. Notamment du pôle proche du pôle anorthite. Le taux de fusion maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'évolution de ce liquide résiduel? Alors, le taux de fusion, c'est pareil, principe du levier. Donc, on vous demandait de calculer le taux de fusion, je crois, à 1300 degrés. Donc, ça veut dire, on fait pareil. On a notre droite ici, notre droite qui passe finalement par le solide, le liquide initial et cette droite-là, elle va me diviser du coup mon domaine, elle va me diviser du coup mon domaine entre le liquidus et le solidus en deux portions, une portion que j'ai mis en vert et une portion qui est en violet. Donc pareil, pour savoir qui est le solide et qui est le liquide, il faut pas l'apprendre par cœur, mais il faut simplement prendre plusieurs cas et voir ce que ça fait. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si je prends une température de 1400 degrés, je vois que je n'aurai que la portion violette. La portion verte, elle n'existerait pas encore ou à peine. Si au contraire, je prends une température de 1210 degrés, la fin de la cristallisation, ce que j'aurai,
ce que je vais avoir, ça va être uniquement du coup la portion qui est verte. Hein. Et la portion violette, elle aura finalement disparu. Et entre les deux, je vois bien que quand je diminue quand je diminue en température, eh ben mon segment violet, il diminue en longueur, et par contre mon segment vert, il l'augmente en longueur. Donc ça veut dire que mon segment violet, en fait, il est en train de modéliser, finalement, il représente le liquide qui est en train de disparaître. Alors que le segment violet, puisque sa longueur apparaît quand la température, apparaît et augmente, quand que ce segment apparaît et que sa longueur augmente au cours d'un refroidissement, et ben ce segment vert, en fait, il représente du coup le solide. Donc du coup, quand j'ai identifié qui était le solide et qui était le liquide, j'ai plus qu'à faire du coup solide sur solide plus liquide fois 100. Et je trouve effectivement qu'à 1300 degrés, j'ai fait une cristallisation à 52%. Donc en gros, j'ai 52% de solide et il me reste encore 48% en fait de liquide par rapport à mon liquide initial. Est-ce qu'il y a des questions? Dernière chose. Alors, en fait, des cristallisations, vous allez pouvoir en faire deux types. Soit une cristallisation à l'équilibre, soit une cristallisation fractionnée. Quand on a une cristallisation à l'équilibre, ça veut dire en gros que à chaque température, si je prends une température donnée, eh ben, tous les cristaux sont à l'équilibre en fait par rapport au liquide résiduel. C'est-à-dire que si je me place à une même température, eh ben, tous les cristaux ont la même composition, hein, et cette composition elle est renseignée en fait sur le solidus. Alors par exemple ici concrètement, ce que je vois c'est que sur la photo ici, je suis dans un gabbro et j'ai un feldspath plagioclase. Alors d'ailleurs c'est pas, si on était juste, on ne devrait pas dire que c'est un feldspath plagioclase. En réalité, c'est plusieurs feldspath plagioclases qui se sont associés les uns à côté des autres et qui ont donné ce qu'on appelle une macle polysynthétique. C'est-à-dire que chaque élément qui a une seule couleur, par exemple ici, l'élément noir, c'est un feldspath plagioclase, l'élément gris ici, c'est un autre, la fine bande noire, c'est un autre, et ainsi de suite. Donc là, on a, à mon avis, au moins une vingtaine de feldspath plagioclases qui sont les uns à côté des autres. Et ben, forcément, ce qui a cristallisé, en fait, au début, c'est le cœur du cristal. Et globalement, quand vous allez voir la vidéo de cristallisation, après, la cristallisation, elle est centrifuge. Donc, en gros, le cœur a cristallisé avant et la périphérie du cristal a cristallisé après, hein, enfin en dernier, entre guillemets. Et ben ici, si je fais une analyse chimique du cœur et de la périphérie, en fait, j'ai la même composition. Et d'ailleurs, si je ferais à côté, vous en avez un autre feldspath plagioclase. Si je fais l'analyse de cet autre feldspath plagioclase, eh ben, il aurait aussi la même composition. En fait, tous les feldspath plagioclase ont une seule et même composition. Ils ont à chaque fois, à chaque température, ils se sont équilibrés et en gros, les atomes ont réussi à diffuser dans les réseaux cristallins et du coup, c'est ce qu'on appelle une cristallisation à l'équilibre. Si je fais une cristallisation fractionnée, alors la cristallisation fractionnée, là, cette fois-ci, il n'y a pas de rééquilibrage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on n'a pas eu le temps de le rééquilibrer, c'est-à-dire que pour qu'il y ait cette diffusion, eh ben, il faut un certain temps, notamment quand la température du magma est basse, hein, ce qui ne favorise pas du coup la diffusion des éléments au sein du réseau cristallin pour rééquilibrer les compositions entre le cœur et la périphérie. Soit les premiers cristaux qui ont cristallisé, en fait, ils sont sédimentés au fond de la chambre magmatique. On verra ça du coup dans le dernier cours. Et du coup, comme ils sont isolés maintenant, puisqu'ils sont tombés au fond, hein, et qu'ils sont isolés du coup du reste du liquide, et ils peuvent pas se rééquilibrer avec ce liquide, et donc du coup, leur composition va rester différente. Donc, en gros, là cette fois-ci, on va avoir une différence de composition, une évolution de la composition, soit au sein d'un cristal, au niveau du coup entre le centre, le cœur qui a cristallisé au début et donc du coup à une température élevée, et la périphérie qui a cristallisé après et donc à une température moins élevée. Hein, donc par exemple ici vous voyez ce cas-là. Hein, donc là, si on analyse le cœur, en fait on va trouver une composition qui sera ici, qui sera par exemple
AB30, donc autrement dit une composition plus proche du pôle anorthite, alors que si je fais une composition de la périphérie de la dernière couche finalement qui a cristallisé, et ben là cette fois-ci je suis plus, donc ça veut dire qu'elle a cristallisé après quand la température a baissé, et donc du coup je suis plus proche finalement du pôle albite. Donc au lieu d'avoir par exemple albite 30, et ben je serai par exemple à albite 70. Et donc la composition, donc là j'ai un cœur qui doit être plus riche en calcium et une périphérie qui doit être plus riche en sodium, mais il n'y a pas eu en fin de compte de rééquilibrage des atomes pour donner une même composition du cœur jusqu'à la périphérie. Et ça se traduit en microscopie, on voit en fait que le feldspar plagioclase, alors on devine encore un petit peu les zones, l'aspect un peu zébré avec des bandes noires et des bandes qui seraient plus claires, mais là on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté par-dessus. On voit maintenant un peu un aspect concentrique, et cet aspect un peu concentrique, ce qu'on dit un aspect zoné de ce cristal, ça montre que la cristallisation, en fin de compte, elle s'est pas faite à l'équilibre, mais c'est une cristallisation qui a été faite fractionnée. C'est une cristallisation fractionnée. Si on était dans des cumulats, autrement dit, s'il y avait eu des cristaux qui avaient cristallisé, sédimenté, en plus de ce zonage, vous pourriez très bien aussi avoir, quand vous analysez du coup les cristaux qui ont sédimenté en premier dans la chambre magmatique et les cristaux qui ont sédimenté après, vous auriez aussi une évolution globale de ces cristaux. Ils seraient plus proches du pôle calcique pour les premiers qui auraient sédimenté, qui seraient tombés au fond de la chambre magmatique, et ceux qui sont tombés après seraient plus riches en sodium. Est-ce qu'il y a des questions sur cette notion de cristallisation à l'équilibre et cristallisation fractionnée? Alors ça, c'est présenté de façon, pour l'instant, très, je dirais, très théorique, mais après, on va manipuler, aujourd'hui, vous allez manipuler faire des exercices à partir de diagrammes de phase avec un eutectique binaire et puis un diagramme de phase ternaire où justement, il y aura de la cristallisation fractionnée. Donc, vous allez comprendre véritablement ce que c'est. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc, je continue. Alors, je vous rappelle que vous avez en tout 4 exercices d'entraînement. Donc, il y a déjà au moins un tiers des élèves qui me les ont envoyés. Donc, du coup, je les ai corrigés individuellement en faisant des remarques et j'ai transmis du coup les corriger. Donc, je vous invite toujours à continuer à faire du coup ces exercices d'entraînement pour vous familiariser, pour vous entraîner à ces notions de magmatisme. Et il y a effectivement des notions qu'il faut apprendre, puisque je vous rappelle qu'en concours, la géologie tombe sur l'épreuve d'exploitation de documents, et que cette exploitation de documents, c'est 4 heures, 2 heures de géologie, et que ces 2 heures de géologie sont entièrement dévolues, c'est-à-dire que on fait comme on fait en DS avec Monsieur Augier, c'est-à-dire que le sujet de géologie est donné et que 2 heures après, on ramasse et on vous donne le sujet de biologie. Donc, ça veut dire que vous avez bien un quart de votre note écrite qui est de la géologie et qui est essentiellement de l'exercice et un petit peu aussi de connaissance. Donc, ça veut dire que sur cette géologie, il faut vraiment travailler son cours et notamment toutes les notions que j'ai soulignées, ce sont des notions que vous devez maîtriser en termes de contenu, en termes d'apprentissage, il faut apprendre. Mais surtout, il faut aussi réaliser ces exercices parce que c'est de l'exploitation de doc. Donc, ça veut dire que c'est de l'exercice. Donc, il faut vraiment que vous passiez du temps à faire ces exercices, à comprendre. Donc, c'est pas de lire simplement les corrections, c'est pas de lire les corrigés. Ça ne sert à rien. C'est à un moment donné, il faut se les coltiner. Il faut, comme en maths, chercher, essayer. Vous pouvez m'envoyer des choses qui sont très parcellaires, vous pouvez m'envoyer des choses qui sont fausses, c'est pas très grave, mais l'important c'est d'avoir cherché pour pouvoir avoir fait ce travail-là en amont du DS ou en amont du concours. Donc après, quand vous avez cherché et que vous allez lire le corrigé, vous allez comprendre vos erreurs. Alors que si vous lisez simplement vos corrigés, vous serez forcément d'accord avec moi, mais vous n'aurez pas vu quelles sont les erreurs que vous pouvez faire, quelles sont les erreurs de stratégie, les erreurs de raisonnement. Et donc, du coup, c'est des erreurs que vous allez forcément reproduire lorsque vous allez faire les exercices au DS ou au concours. Est-ce que c'est compris? Je vous souhaite du coup une bonne journée.